Je mets la vidéo en ce qui me concerne et je vais couper la musique. Bonsoir à tous. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Bien, bah écoutez, bonsoir. Alors, on a une petite tradition dans ces 21 rencontres 2021 du NIFPOP, c'est de faire la petite photo de départ. Alors, vous allez me faire un grand sourire, vous allez me montrer votre plus beau sourire, votre plus belle main et me faire un petit coucou, puisque je vais vous photographier. On salue les Belges, on salue les Bordelais, on salue tout le monde, quoi. Voilà, et c'est parti. Super. Bon, bah, écoutez, il faudra simplement que je pense à admettre les autres qui arriveront au fur et à mesure, parce que un certain nombre de gens nous ont dit qu'ils allaient nous rejoindre, mais qu'ils nous rejoindraient en retard. On va les dénoncer parce qu'ils sont en retard sur le confinement. Donc, voilà. 21 rencontres 2021, ben voilà, la suite. Et la suite, alors, des suites qui se suivent et qui ne se ressemblent pas. Nous étions la fois dernière avec un commandant de la brigade des stupes qui nous parlait de stupéfiants, qui nous parlait d'arrêter les méchants. Et là, nous sommes avec les gentils, puisque finalement, on va s'intéresser à quelque chose de tout à fait positif. Alors, il y a des gens qui nous rejoignent, donc je suis obligé de les admettre. On va leur souhaiter la bienvenue aussi. Bonjour à Pierre, bonjour à Martine. Et nous sommes dans... Alors, je ne sais pas si cette émission aura l'intérêt du public, mais en tout cas, on pourrait dire que c'est une émission d'intérêt public. Parce que la sérénité par les temps qui courent, vous avouerez que ça ne court pas les rues, que si ça les court, bah, Émilie va nous dire comment ça peut courir. Et puis, en fait, il y a un certain nombre de gens qui, effectivement, pensent que c'est important soit de la retrouver, soit de la trouver. Bah, c'est exactement les questions que nous allons nous poser ce soir. Alors, on est entre amis, hein, c'est le principe classique pour les 21 rencontres. Je rappelle quelques-uns des précédents. Il y a eu un peupleologue qui nous parlait des peuples premiers. Il y a eu une politologue qui nous parlait du pôle Nord. Il y a eu donc un commandant de la brigade des stupes et il y a eu le directeur de la revue Sciences Humaines. Et la semaine prochaine, je suis déjà en mesure de vous interroger, de vous renseigner sur le sujet parce que ça sera Benjamin Fauge et ça sera rencontre avec un maître chanteur, puisqu'il est chanteur et nous parlerons de la culture, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Et donc, bon, ben, ça sera la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est Émilie que nous rencontrons et dans cette rencontre entre amis, à chaque fois, c'est une personnalité, qu'elle soit du territoire, comme c'est le cas ce soir, ou de l'extérieur, comme c'était le cas la semaine dernière. C'est un parcours, parce qu'on n'arrive pas directement sérénitologue, puisque c'est comme ça que nous l'avons baptisé. Et c'est également un propos, et on va essayer de lui tirer le maximum de ce qu'elle peut nous donner, c'est-à-dire, s'il vous plaît, comment devient-on serein? Alors moi, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai pris un bon petit thé, je me suis mis en face du Mont Blanc, j'ai écouté une belle musique. Bon, je ne sais pas si je suis serein, je suis plutôt tranquille pour l'instant. On va essayer de voir si ça peut être un état durable, et c'est pour ça qu'on lui laissera la parole. Alors, le fonctionnement, il est simple. Dans un premier temps, on va converser avec Émilie un petit moment. On va la laisser nous dire ce qu'elle a envie de nous dire. Après, il y aura quelques questionneurs de premier rang que nous avons sélectionnés pour leur intérêt pour le sujet. Et puis après, la conversation ira bon train avec qui a envie. Et surtout, hein, rappelez-vous le sens d'une université populaire. Un de nos membres disait au début, c'est pas seulement un endroit où tout le monde est le bienvenu, c'est vraiment un endroit où tout le monde aussi peut avoir la parole. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, ça sera vous, une des 21 rencontres, mais ne vous privez pas d'intervenir, c'est fait pour ça. Alors, Émilie Rougier, elle est sophrologue, elle est praticienne en hypnose, mais tout ça, ça ne nous intéresse pas. Elle est d'abord sérénitologue, puisqu'elle a choisi de nous parler de la sérénité, de la manière de la trouver. Les interlocuteurs de proximité qu'on lui a trouvés, ce sera Nathalie, qui est formatrice et qui s'est intéressée, elle,
à ce qu'on appelle l'écoute, l'attention. Elle est instructrice et membre du groupe L'Attention, ça marche. Et elle s'intéresse à la pleine conscience également. C'est une éducatrice par ailleurs. Et puis, on ne pouvait pas ne pas inviter l'ami Claude Duret, qui est déjà intervenu auprès de nous pour les vaccins, qui connaît un peu Émilie, semble-t-il, mais on dira pourquoi peut-être plus tard, et puis qui est lui médecin et qui a certainement une idée de la manière dont on atteint la sérénité également, et en tout cas de ceux qui ne l'ont pas. Émilie, la première question toute simple pour toi, hein, puisqu'on se tutoie dans les rencontres 2021, en plus on se connaît, c'est qui es-tu, tout simplement. Raconte-nous qui tu es. Qui je suis? Eh bien, je suis sophrologue donc et praticienne en hypnose, mais ça, c'est donc depuis 3 ans. Je suis installée à Albertville et avant ça, j'ai eu un parcours en ressources humaines. Voilà, je suis, de 10 ans, je pense, qu'il me sert pas mal aussi, pour recevoir, et pour écouter, les gens qui viennent me voir au cabinet, surtout sur, le sujet des burn-out, qui est plutôt l'inverse de la sérénité. Et puis sinon, qui je suis? Je suis aussi, maman de 2 enfants, de petits, qu'Éric entendait tout à l'heure, derrière malgré le casque, donc c'est pour ça que j'ai le casque ce Oui, une soir des aussi. questions, ça sera est-ce qu'on peut être Et sereine avec un enfant derrière le dos? On en parlera tout à l'heure, hein. voilà, une des réponses tout de suite, c'est non. Voilà. Voilà, je suis installée, ouais, depuis 3 ans et donc oui, mon travail, c'est quand même d'essayer de trouver des solutions pour, ramener la sérénité, Alors, la première fois que effectivement. je t'ai rencontré, je ne savais pas ce que c'était qu'un sophrologue. Et il y a peut-être des gens, ou une sophrologue, il y a peut-être des gens parmi nous qui ne le savent pas. Donc, explique-nous un petit peu ce que c'est qu'une sophrologue. Et puis, tu nous expliqueras aussi ce que c'est qu'une praticienne en hypnose, puisque ça aussi, ça nous Ah, intéresse. OK. Alors sophrologue, eh ben, c'est que mon travail, c'est de vous aider à découvrir l'objectif que vous avez, heu, pour, améliorer votre quotidien ou dans un objectif de développement personnel. Ça peut être aussi, dans le cadre de la maladie pour, s'apaiser. Donc l'objectif, il est posé par, les clients qui viennent me voir. C'est eux qui le présentent. Et puis mon travail, eh ben, c'est en fonction de leur demande, de trouver des pistes justement pour, qu'ils aillent mieux. Et comment on fait pour apprendre ça? Est-ce que je peux Comment devenir on fait pour sophrologue? Ça m'intéresserait bien, moi. Oui, tu peux devenir sophrologue, Eric. Oui, enfin, j'ai pas les Heu, qualités requises, hein, mais vas-y, alors vas-y, moi, raconte-nous comment on devient sophrologue. j'ai fait un an de formation à l'IFS, donc c'est l'Institut de formation à la sophrologie qui a son siège à Paris. Donc j'ai fait une grosse partie de la formation, à Lyon. Et puis après, je me suis spécialisée, pour, travailler justement avec les personnes qui, sont atteintes de cancer ou de maladies chroniques, là sur Paris directement. Et puis donc après j'ai complété avec, l'hypnose aussi. Et Voilà. alors, praticienne en hypnose, et là, ça m'intéresse encore davantage. Est-ce que je peux devenir hypnotiseur? Oui, tu peux. Alors, Je comment peux je fais? t'apprendre Alors là, j'ai une formation par contre qui est un peu spéciale parce qu'elle était réservée, aux sophrologues qui avaient déjà eu la certification. Tout le parcours de comment être un bon thérapeute n'était plus heu, d'actualité. En tout cas, on est vraiment rentré plus dans le vif du sujet avec, tout de suite des techniques qui permettent, d'aider aussi encore une fois. Mais Voilà, dis donc là, donc, c'est une formation qui était plus courte. est-ce qu'il faut être zen pour être sophrologue? Je suis pas sûre moi d'être vraiment zen, hein, dans le quotidien. Ah bon? Et est-ce que tu t'efforces Mais d'être un peu zen lorsque tu reçois les gens ou pas? non, je m'efforce pas, c'est naturel quand je reçois les gens. Mais non, après, je suis comme tout le monde, hein. Il y a des fois, je suis en colère, il y a des fois, je suis triste, c'est voilà, c'est ça fait partie de l'humain. Mais après, non, en général,
quand on reçoit, on est beaucoup dans l'écoute de l'autre. Donc oui, je suis zen quand je reçois les gens et puis je suis à leur écoute et j'attends en fait, j'accueille ce qu'ils ont à apporter. Voilà, Et c'est quoi c'est les vraiment autres le terme. prérequis? C'est quoi les autres prérequis? Est-ce qu'il faut aimer les gens déjà? Oui, je pense qu'il faut aimer les gens, il faut avoir envie de les aider aussi. Moi, j'ai un parcours aussi, donc j'ai travaillé 10 ans en ressources humaines. Dans ces 10 années, j'ai travaillé 1 an comme conseillère à l'emploi, vraiment le but de mon travail, c'était d'aider aussi à la recherche. J'ai toujours été plus ou moins un peu dans la relation d'aide. Alors, est-ce que c'est une vocation? J'en sais rien, mais en tout cas, j'ai toujours été plus ou moins là-dedans. Mais alors, est-ce que tu es en train de nous dire que quand on est dans les ressources humaines, on n'aide pas franchement les gens? Ou est-ce que tu Alors, cherchais pour une autre raison à trouver une raison de les aider mieux? peut-être que quand on est dans les ressources humaines, il y a en tout cas pour moi, il y a le côté ressources qui était beaucoup trop présent et pas suffisamment le côté humain. Et c'est pour ça aussi que j'ai changé de métier et que j'ai décidé de me reconvertir. C'est parce que j'y trouvais pas mon compte. Et c'est dur Voilà. de se Alors là, j'ai reconvertir? vraiment. C'est dur de Eh se reconvertir? ben, oui, c'est dur. Oui, ça nous fait sortir de notre zone de confort. Parce qu'on se dit, ben, demain, j'ai plus de salaire, demain, comment on vit? Donc, oui, c'est pas facile, ouais. Mais après, je pense quand on a vraiment envie, on peut y arriver. Et Et toi, ça tu fait l'as fait partie du aussi. jour au lendemain ou est-ce que tu as pris le temps pour pouvoir justement opérer cette reconversion? Alors, ça a été un peu les 2, je dirais. C'est que j'ai fait un bilan de compétences, en même temps que je travaillais. Je travaillais à mi-temps, donc j'ai engagé un bilan de compétences et puis c'est là que, ben, j'ai découvert, aussi, en parallèle la sophrologie et puis il s'est trouvé que mon bilan de compétences m'a amené le résultat, c'était: «Vous seriez bien sophrologue». Ah ah! Voilà, donc ça m'a confortée aussi dans mon idée et après par contre tout s'est enchaîné, très vite. C'est que j'ai trouvé l'école qui me plaisait, hem, dans le mois qui a suivi la fin du bilan de compétences et puis, ben, j'avais encore pas terminé la formation et j'avais déjà trouvé aussi un cabinet pour m'installer. Donc heu, Alors, donc tout s'est enchaîné très, très rapidement. tu te souviens de la première question que je t'ai posée, hein, moi qui suis un odieux rationaliste à certains moments, et puis qui n'y connaît rien, tout simplement. Je me suis dit, la sophrologie, je me suis dit, oh là là, ça doit être un truc. C'était pour moi pas très loin du spiritisme, donc nous Oui, avons failli d'ailleurs avoir un intervenant sur le sujet, tu as vu, le 1er avril, bien sûr. j'ai vu, oui. Euh, alors, c'est pas du spiritisme, la sophrologie, c'est vraiment une science? Oui, ben, en fait, c'est basé sur, des choses qui sont très concrètes. C'est qu'on utilise la respiration, qu'on contrôle et puis la visualisation et donc la visualisation, ben, à partir du moment où on ferme les yeux, même des fois sans fermer les yeux, on est dedans, on part dans l'imaginaire et c'est juste que là, moi, je guide l'imaginaire pour réussir à atteindre l'objectif. Bon, bah, écoute, je crois qu'on a l'impression, là, en quelques minutes, de te connaître un tout petit peu plus. Donc, c'est pas mal. On voit à peu près qui tu es. Mais bon, pas tout à fait quand même, Mmh. largement pas. Puisqu'en plus, tu nous as pas parlé de plein de facettes de ta personnalité que nous pourrons éventuellement explorer après. Pourquoi pas avec Claude, d'ailleurs. Ouais. Et alors, par contre, ce qui nous intéresserait maintenant, c'est effectivement, c'est quoi pour toi la sérénité? Parce que, alors, moi, je me suis amusé, tu sais, dans ces cas-là, je vais sur Wikipédia et je regarde le Oui. meilleur et le pire. Je regarde tous ceux qui disent que c'est vachement bien la sérénité, hein, ça se rapproche de la quiétude, de la tranquillité, etc. Et puis, il y a les Mmh. sceptiques, hein. Les sceptiques, tu as Shakespeare, par exemple, qui te dit, de toute façon, il n'y a pas de philosophe qui supporte avec sérénité une rage de dents. Ce qui est quand même pas mal parce que ça nous remet un peu à notre place sur ce que. Donc, on parlera de la rage dedans une autre fois, mais essaye de nous définir, peut-être toi, ce que c'est que d'être serein. Ben, pour moi, c'est un sentiment de calme. Un sentiment peut-être, d'apaisement et puis,
surtout, c'est plutôt un état d'esprit. C'est que c'est pas quelque chose qu'on peut atteindre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps non plus. Mais parfois, on se dit, selon les circonstances, que là, oui, effectivement, on est plus serein. On le remarque pas toujours, mais Et ton, ce serait plus un état d'esprit et puis oui, un sentiment de calme et d'apaisement. Ouais. et alors, tu sais, quand on demande à quelqu'un comment ça va, je pense que Mm. notre médecin doit faire ça de temps en temps aussi. Alors, il y a des gens qui répondent un peu vite d'abord. Ah ouais, j'ai super la forme, ou alors j'ai la frite, j'ai la pêche, ouais, la banane, etc. C'est quoi la différence justement entre la sérénité, la pêche, la frite, la banane? Comment tu vois ça? Eh ben, la pêche, la frite, la banane, c'est plus une réaction émotionnelle à un moment donné, alors que la sérénité, c'est un état d'esprit, je pense. C'est qu'on peut avoir la pêche, la frite, la banane, comme on peut être triste, comme on peut s'ennuyer, comme on peut être en colère. Et ça n'empêche pas qu'il peut y avoir quand même cet état d'esprit derrière de sérénité qui est présent. Et alors, est-ce que c'est un état d'esprit qu'on peut atteindre par la sophrologie, ou qu'on pourrait atteindre par… Je te disais l'autre jour, mais c'était vraiment, c'est entre nous, hein, vous ne le répétez pas même si c'est filmé. Moi, quand je bois une bière le soir devant le Mont Blanc, je me sens assez serein en fait. Mm. C'est pas ça la sérénité. D'ailleurs, Claude m'a dit qu'on attrapait les triglycérides avec ça, hein, mais euh, alors, c'est pas ça la sérénité, c'est vraiment c'est la même chose mais sans béquille, c'est ça? Ouais, la sérénité, c'est la même chose sans béquille. Ouais. Mm. En fait, le but de la sophrologie, c'est de faire ressortir les ressources qu'on a en nous. Et donc les ressources positives. Donc la bière, tu l'as pas en toi, Eric. Il faut aller Non. chercher à l'intérieur de toi pour savoir comment faire pour être serein. Et donc cette Voilà, donc sérénité, tu penses que par la sophrologie on peut l'atteindre, mais est-ce qu'il y a… Alors certains, est-ce qu'on peut l'atteindre par d'autres choses, c'est-à-dire que sais-je, la spiritualité, que sais-je, les le, le militantisme, l'apprentissage, ou est-ce qu'il y je pense que a plusieurs chacun, manières pour parvenir à la sérénité? oui, après chacun va trouver la sérénité dans ce qui lui plaît. En fait, je pense que l'objectif premier, c'est de trouver sa place dans la société, sa place dans le monde. Et c'est comme ça qu'on peut trouver la sérénité aussi. Après, il faut savoir s'autoriser de temps en temps une pause à la fois dans sa tête et puis aussi dans son corps. Il faut s'autoriser aussi à ressentir des émotions parce que bah, c'est pas parce qu'on a été en colère le matin qu'on peut pas être serein quand même le reste de la journée. C'est pas parce qu'on est triste qu'on peut pas atteindre la sérénité non plus. Il faut ouais, savoir aussi, je sais pas, je dirais remercier ce qu'on a. Lorsqu'on a… Pardon. Euh, Je te laisse remercier ce continuer. Tu qu'on a sais, et ce avec qu'on est Zoom, aussi. il ne faut pas s'étonner, il y a un Ouais. petit décalage de temps en temps, donc ne te laisse pas Oui, interrompre si oui, tu ne oui, souhaites pas être interrompu, hein. d'accord. Non, non, mais j'ai fini. Voilà, je pense qu'il faut savoir remercier ce qu'on a et ce qu'on est. C'est important. Et alors, est-ce que c'est… Parce que lorsqu'on a fait une très belle soirée d'ailleurs, qui était consacrée au silence, avec un moine, avec un berger et avec un médecin, le médecin qui est vraiment… qui nous a beaucoup éclairé, m'a dit, mais tu sais, ton titre, il était faux quand tu dis le silence, c'est un bon moyen de calmer le corps et l'esprit. Et il m'a dit, en fait, le corps et l'esprit, c'est la même chose. Est-ce que tu Mhm. constates ça toi aussi dans ton travail de Oui, sophrologue? Est-ce que l'important, c'est d'avoir la santé dans son corps? Donc, la fameuse devise des Horse Guards, tu sais, les gardiens de la reine, c'est mens sana in corpore sano, c'est-à-dire un esprit sain dans un corps sain. Est-ce que c'est finalement, encore c'est une ça. dualité qui n'a pas de sens?
Oui, oui, moi c'est le but aussi de la sophrologie. On dit que c'est une méthode qui est psychocorporelle, c'est-à-dire que l'objectif premier, c'est de rassembler, de réunifier le corps et l'esprit pour retrouver l'harmonie. Alors après, par rapport au silence, eh ben, il y a des personnes qui en ont vraiment besoin, et puis il y en a d'autres pour qui, au contraire, c'est plutôt dérangeant quand il y a trop de silence. Mais, mais en général, enfin, c'est quand même plutôt agréable de pouvoir retrouver des moments aussi où on est seul et ça permet de regarder justement en soi. Et là, ça rappelle à la méditation et la méditation de pleine conscience. Et si, Et ça, c'est important aussi, ouais, de pouvoir faire le lien comme ça. si je t'ai bien compris, c'est à la fois un rapport positif, enfin apaisé à soi-même, et un Mm. rapport apaisé avec les autres, c'est ça? Oui, aussi, ouais. Ouais. Et comment tu fais alors pour nous amener vers ça? Quelles sont tes techniques? Et puis, tu pourras éventuellement nous parler de la manière dont tu fais évoluer les gens et comment tu Eh remarques. bien, alors, une que- séance de sophrologie, ça se déroule. En fait, j'ai une connexion Internet qui est un peu instable là. Mais en Alors, fait, si tu moi, as une quand connexion Internet instable tout à l'heure, tu n'hésites pas à couper la vidéo de façon à laisser uniquement l'audio, hein, pas de problème. Oui, ok. Comment je fais, moi, quand je reçois une personne au départ, bah, je lui pose plein de questions déjà pour savoir pourquoi elle vient me voir. Et puis après, donc en fonction de son objectif à elle, je vais déterminer ce que je peux lui proposer en séance. Par contre, le nombre de séances, il est toujours dicté par la personne qui vient me voir. C'est pas moi qui décide de la durée de l'accompagnement. C'est que la personne, si elle voit son objectif se réaliser en 3 mois, eh ben moi, il faut que je m'y tienne à ça. Si elle me dit, ben non, j'ai le temps, je ne suis pas pressée parce que c'est un objectif sur le long terme, et ben dans ce cas-là, on peut prendre plus de temps. Mais c'est elle qui décide. Et donc, ben moi, après, dans ma façon de travailler, je dirais, je vais toujours aller essayer d'abord d'évacuer le négatif. Donc, si c'est quelqu'un qui vient avec un objectif, je ne sais pas, de retrouver sa place, par exemple, au sein de la famille, parce qu'ils se sont mis à l'écart, et ben, on va aller travailler déjà sur peut-être la peur, justement, de ne pas prendre sa place. On peut aller travailler aussi sur les inquiétudes à retirer, à évacuer, et puis le tout pour retrouver déjà une sorte de neutralité dans les émotions, pour pouvoir après aller travailler sur vraiment rajouter du positif. C'est aller rajouter peut-être de la confiance en soi pour justement savoir que quand on est à sa place, ben, on y est, on n'est pas ailleurs. Aller travailler aussi peut-être sur l'estime de soi qui est importante. Et puis après, toujours ben, selon aussi ce que la personne va me dire et va m'apporter, les séances, elles seront faites en fonction de ça. Et la différence entre un sophrologue ou une sophrologue et un Mm. psychologue, comment tu la vois? On fait pas du tout le même travail. Ah, alors On peut se raconte-moi, franchement, je suis totalement ignorant sur le sujet, donc essaye de montrer la différence entre l'un et l'autre. Eh bien, il y a mon père qui pourra peut-être intervenir après. Mais la question, c'est, enfin, vraiment la différence, c'est que moi, je suis pas là pour. J'écoute bien entendu mes séances qui durent 1 heure. On fait 45 minutes de pratique. Donc, quand je les reçois, la première séance, on prend le temps de discuter, d'échanger pour que l'objectif soit posé. Mais après, toutes les fois, quand on va se voir, en gros, il y a 5 minutes d'échange au départ pour faire un peu ce que j'appelle moi la météo de la personne. C'est quand elle arrive, comment elle se sent, est-ce qu'elle se sent bien, pas bien. Et puis ensuite, on passe à la pratique. Et donc, j'apporte aucun jugement jamais sur ce qu'elle me donne. On passe à la pratique et puis après, on refait une fois la météo pour voir si la séance de sophrologie a amélioré le bagage qu'elle a apporté, le bagage émotionnel qu'elle a apporté. Et dis donc, Voilà. enlever le négatif, c'est sympa, mais imagine-toi, j'arrive, bon, je suis chômeur, j'ai pas de sous, Mmh.
Oui. Bon, mes relations avec mon entourage sont pas terribles. Mes enfants me boudent, mon conjoint me regarde pas. Comment tu fais pour enlever mon négatif là? Et ben, avec une séance de sophrologie aussi, et puis je vais toujours proposer, si je vois que c'est trop compliqué et que c'est pas dans mes cordes, bah justement, je vais proposer aussi un accompagnement en parallèle avec un psychologue ou avec un psychothérapeute. J'ai un réseau assez développé sur Albertville pour pouvoir dire, ben, il faut aussi que vous ayez une aide supplémentaire, la sophrologie suffira pas, ou l'hypnose suffira pas. Voilà. Alors, peut-être qu'on peut, et puis je passerai tout à l'heure la parole aux deux premiers questionnaires après ce petit moment de dialogue entre nous deux. Peut-être qu'on peut systématiser un petit peu les choses. Je voudrais te poser deux questions très simples. Qu'est-ce qui empêche d'être serein? C'est la première question. Et qu'est-ce qui empêche à l'interne? Et puis après, on parlera à l'externe. Qu'est-ce qui peut nous Mm. empêcher d'être serein? Bah, à l'interne, c'est les barrières qu'on se met. C'est est-ce que, je donne un exemple pour le travail, est-ce que j'ai envie d'être vétérinaire et puis toute ma vie, on m'a dit qu'il faudrait que je sois mathématicien et du coup, bah, j'ai fait des études de mathématiques et puis je veux pas décevoir l'entourage, etc. Donc, je reste mathématicien, mais ça me plaît pas. Euh, donc ça, les barrières qu'on se met nous, soit déjà, c'est sûr que c'est un frein. Euh, et puis après, à l'extérieur, bah, ça peut être parfois le regard que les autres portent sur nous, mais encore une fois, c'est nous, comment on le reçoit, le regard des autres. Et puis ben, après, ça peut être aussi, bien sûr, hein, des fois, les problèmes financiers font qu'on ne peut pas aller là où on a envie d'aller. Euh, il peut y avoir finalement plein de choses qui nous empêche d'avancer. Mais quand même, encore une fois, je pense c'est toujours de se dire, bah, finalement, il pleut, je voulais aller faire du vélo, bah, est-ce que je vais quand même faire du vélo sous la pluie ou est-ce que c'est la pluie qui m'empêche de faire du vélo? D'accord. Et Je pense que les barrières internes sont quand même plus prononcées et plus rigides que les barrières extérieures. est-ce qu'on pourrait dire, C'est finalement, qu'est-ce que je m'autorise? est-ce qu'on pourrait dire que la sérénité, c'est une forme de joie pérenne? Ou est-ce que tu vois ça autrement? Non, pas forcément, parce que la joie, pour moi, c'est encore une émotion qui est ponctuelle, alors que l'état d'esprit de la sérénité est présente, elle peut être présente de façon permanente. D'accord. Écoute, avant que je raconte trop d'âneries, on va laisser la parole à nos deux premiers questionnaires, puis je continuerai les âneries après avant le public. Mais D'accord. je sais pas, Nathalie, tu as envie de… Alors, Nathalie, je suis très heureux qu'elle participe avec nous ce soir parce que Nathalie est formatrice, je l'ai dit, elle a beaucoup d'intérêt pour la psychologie, mais pas que, et elle s'occupe beaucoup d'enfants puisque c'est une des ressources départementales en matière de maternelle, notamment, mais pas que. Nathalie, qu'est-ce que tu as envie de savoir, de demander ou d'apporter au propos d'Émilie? La parole est à toi. Bonsoir à tous. Merci Émilie pour ta présentation, enchantée déjà. Enchantée. Écoute, on aura, et j'espère, l'occasion de discuter et d'échanger volontiers. Comme Eric l'a présenté rapidement, moi j'ai plus pris le chemin des travaux de John Kabat-Zinn et de mindfulness de pleine présence. Et j'ai été formée pendant 5 ans à ce genre de choses. J'aimerais avoir, toi, ton regard par rapport à tous ces éléments, tous ces possibilités de… Alors, certains disent le mot de thérapie, je n'aime pas forcément, mais moi, je dirais plus d'accompagnement qui existe autour de nous. Avant de te poser la question pour la personne qui cherche comment elle peut faire, toi, comment le vois-tu? Et est-ce que dans ta formation, tu as été confronté ou tu es allé un peu toquer à la porte à d'autres… que ce soit le mindfulness ou d'autres choses. Alors,
Dans ma formation, c'est vrai que la sophrologie, c'est une méthode qui a été conçue dans les années 60 et donc elle est allée piocher dans plein d'autres déjà. Donc, dans ce qu'on peut évoquer, il y avait la psychanalyse, il y avait la psychologie, l'hypnose aussi, la PNL, donc c'est la programmation neurolinguistique, la méditation de pleine conscience aussi. Donc, c'est je dirais, d'autres pratiques qui ont été abordées. Après, pour moi, personnellement, c'est vrai que la sophrologie et l'hypnose, c'est les deux méthodes qui me conviennent le mieux. C'est pour ça aussi que je suis allée vers ça. Je le vois effectivement plus comme un accompagnement que comme une thérapie. Parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, enfin voilà, donc pour moi, c'est plus un accompagnement. Après, c'est vrai que quand je le présente en cabinet, selon la personne que j'ai en face de moi, je lui dis que oui, c'est pour faire de la thérapie brève ou du développement personnel parce que j'adapte le discours aussi à la demande de la personne. Voilà. Et puis après, la fin de ta question, du coup, c'était par rapport plutôt, redis-moi. C'était ce que tu as dit un petit peu dans ta formation. Est-ce que tu avais eu l'occasion d'être, mais tu y as répondu et je t'en remercie. Voilà. Je compléterai juste par une autre question. Donc maintenant, si moi, j'ai envie de faire un parcours personnel, ce que l'on a fait toutes les deux à un moment donné, toi, tu as été, voilà, moi aussi, ma vie a fait que j'ai pu rencontrer des formateurs en mindfulness et c'est OK. Mais on s'est rendu compte ces dernières années que c'est quelque chose qui est devenu très à la mode, qui est très relié médiatiquement, qui au niveau de on va dire des ouvrages, tout le monde s'est mis à écrire, où il y a plein de choses. Donc aujourd'hui, moi, si je veux aller vers une formation, enfin vers un praticien, c'est très dur, la lecture est très compliquée. Donc ma première question, comment toi, au niveau des sophrologues, quelle différence y a-t-il entre toi et un autre sophrologue? Comment on peut reconnaître ça? Parce qu'on peut parler, nous, de la peur du charlatanisme, tu vois ce que je veux dire? Oui. La sophrologie, je reprendrai ce qu'a dit Eric un petit peu, nous, on ne connaît pas. Comment aller vers un sophrologue qui nous correspond ou pas, mais ça, après, c'est comme ça match. Mais déjà, nous éclairer sur… voilà, si tu peux nous dire des éléments. Alors, les écoles, elles ont une reconnaissance ou pas. L'école que j'ai choisie, je l'ai choisie aussi parce elle avait une certification, donc RNCP, c'est le registre national des certificats professionnels. Et donc, ça rentre dans la branche du ministère du Travail. Donc, ce n'est pas reconnu comme une licence ou comme un master, mais c'est le même niveau. Et donc, il y a une reconnaissance quand même au niveau du ministère du Travail, ce qui n'est pas le cas pour toutes les écoles. Donc, à la fin de ma formation, j'ai quand même passé aussi une certification et qui rentre du coup dans les critères du ministère du Travail. OK. Donc, voilà, ça peut être une piste, effectivement. Et puis après, c'est vrai que c'est vraiment, je dirais, à la tête du sophrologue, hein, parce qu'il y a des fois, quand on rencontre un thérapeute, ça ne fait pas. Et puis c'est comme ça, il faut savoir dire, non, je vais aller voir ailleurs parce que là, ça ne me convient pas, quoi. Voilà. OK, merci. Et Mhm. dernière chose pour moi, tu as dit un mot à un moment qui m'a fait sourire, mais il faut que je prenne le mot comme ça. Tu as parlé des clients. Et oui, parce que le mot patient est un terme, encore une fois, qui est réservé à la médecine. Et je ne suis pas médecin et donc je ne peux pas parler de patient. Voilà, donc ça, c'est déontologique. OK, merci pour ta précision. Voilà. Merci à Nathalie pour ces questions. Puis tu n'hésites pas à reprendre la parole quand tu le veux. De toute façon, c'est dommage, Zoom nous handicape un tout petit peu, mais c'est vrai que le but, c'est vraiment que chacun puisse s'exprimer comme il le veut et prendre la parole quand il le souhaite. Je vais donner la parole à Claude Duret. Alors Claude, un grand merci d'être parmi nous. Enfin, ou plutôt 3 merci au moins.
Le premier, parce que tu as l'air très serein et donc tu sembles un excellent modèle pour nous. Le deuxième, c'est parce que tu as plusieurs raisons de connaître Émilie et que, bah oui, vous êtes élus tous les deux et vous êtes dans la même équipe et ça me fait bien plaisir de vous voir côte à côte ce soir. D'ailleurs, tout à l'heure, vous n'échapperez pas l'un et l'autre justement au rapport qu'il y a entre le personnel et le politique, éventuellement. Hein, puisque, mais ça, je vous réserve la question pour après. Claude, la parole est à toi pour des questions, et puis quand tu veux, tu nous repasses la parole. Je te remercie, Eric. D'abord, bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Eric, bonsoir tous ceux que je ne connais pas, mais il y en a quelques-uns que je connais. Bonsoir Alain. Ça me fait d'ailleurs très plaisir que tu m'aies invité à participer à cette soirée. C'est très agréable pour moi. Je connais effectivement un petit peu Émilie et j'ai plaisir à travailler avec elle. À propos de la question « Comment ça va ?», effectivement, il y a différentes réponses qui apparaissent. Il y a aussi une réponse qui est classique quand on n'a pas envie de répondre. « Et toi, comment tu vas ?» On ne répond pas, mais on demande tout de suite à l'autre comment il va. La sérénité, c'est quelque chose que je dirais, je travaille depuis le début de mes activités de médecin. C'est venu progressivement. Des fois, c'est peut-être un peu une arlésienne quand même. Mais la sérénité, effectivement, elle peut venir avec une petite bière et le Mont Blanc en face de nous. Mais c'est vrai que ça marche. Elle vient aussi parfois avec le sport. D'ailleurs, le sport, je ne sais pas si vous connaissez, tu as fait une citation latine. La marque, Alain doit connaître, la marque ASICS, que vous connaissez peut-être, qui est la marque de chaussures de sport. En fait, ça vient de Anima Sana in Corpus Sanum, c'est-à-dire âme sereine, saine, dans un corps sain. Donc, ce n'est pas par hasard. Donc, effectivement, tout ce qui est sport permet d'atteindre une certaine sérénité. Moi, je me suis aperçu progressivement dans mes activités et dans mes rapports avec les autres que j'avais vraiment plus de facilité à trouver une sérénité avec l'humain, avec ce qui est humain. Les difficultés de l'humain, j'arrive à les porter, à les aider plus facilement, à les soutenir. J'avais un beau-père qui était sophrologue. Et ce beau-père, il a fait, je crois que c'est un monsieur qui s'appelle Caicedos, qui est je crois que c'est un Brésilien, il me semble. Et il a été formé par ce monsieur-là. Donc, il m'a cité des tas de choses et j'étais toujours très étonné quand on arrivait, par exemple, un dentiste sophrologue arrivait à soigner quelqu'un qui souffrait des dents sans anesthésie, uniquement avec la sophrologie. Ça m'a toujours épaté. Donc, il faudra que tu m'expliques comment on fait. En fait, la question que je voulais te poser, c'est comment fait-on pour rester serein dans certaines circonstances? Eric a cité tout à l'heure l'exemple du chômeur qui a des traites, qui a sa femme qui est partie, qui a ses enfants qui ne le voient plus. Comment fait-on pour rester serein face à des situations aussi lourdes que ça? Moi, je trouve que tout ce qui est autour de nous, des choses sur lesquelles on n'a aucune possibilité d'agir, c'est toujours très difficile de garder sa sérénité. Et pourtant, c'est important de garder sa sérénité face à ces difficultés, qu'elles soient de situation, matérielle ou autre, parce que en étant serein, c'est vrai qu'on arrive à prendre les meilleures décisions, surtout quand il y a des décisions à prendre. En tant que médecin, c'était plus facile parce que j'étais très compartimenté, mais maintenant, pour le reste, ce n'est pas toujours facile. Comment on fait? Comment couper les liens par rapport à la réalité qui nous oppresse et qui nous écrase? Ouais.
alors ça, couper les liens vraiment, techniquement parlant, il y a des réponses en hypnose qui permettent vraiment de visualiser, je dirais, une situation, d'imaginer le lien qu'il y a entre la situation et toi et d'aller réellement couper ce lien et puis de dire, bah là, je me débarrasse de ce qui me gêne. Voilà. Après, en sophrologie, ben, garder la sérénité même quand tout va mal, je dirais, c'est prendre soin de soi aussi. Donc, au niveau du physique, ben, ça va être continuer à essayer de bien dormir, parce que le sommeil, c'est souvent quelque chose qui tout de suite est touché. Alors, si on n'arrive pas à bien dormir, ben, c'est se reposer, c'est bien manger et puis c'est faire du sport. C'est aussi prendre soin de soi sur le côté émotionnel, donc ça veut dire avoir de l'autocompassion. C'est quand on voit quelqu'un dans la rue puis qu'on se dit oh le pauvre, et ben, il faut savoir se dire oh le pauvre pour soi-même aussi. Et donc ça va aussi avec demander de l'aide. Savoir demander de l'aide, être, du coup, il faut être entendu aussi derrière, mais quand on demande de l'aide, en général, c'est qu'on sait que c'est des personnes qu'on a en face qui sont aptes à entendre cet appel. Et puis donner, recevoir de l'affection, bah ça, l'amour, c'est la base de tout. Et du coup, c'est l'amour de soi et l'amour aussi des autres. Ça nous aide beaucoup. Et puis après, alors plus sur le plan cognitif, et ben, ce serait continuer à lire, peut-être à étudier pour ceux qui aiment ça. Pourquoi pas profiter du silence aussi quand on peut. Et puis la méditation. On te laisse continuer ou tu veux que tu nous passes la parole? C'est toi qui décides, Claude. Parce que moi, j'aurai une question pour toi et pour vous deux après. Ouais, je voulais simplement citer que dans certaines circonstances, Émilie s'en souviendra, quand il y avait une situation tendue avant une soirée, par exemple, électorale, elle nous a fait une séance et c'est vrai que par la respiration, elle est arrivée à nous détendre et ça, pour moi, ça a été très démonstratif. Je crois que je n'étais pas le seul à avoir été bien aidé dans ce cas-là. Et c'est vrai que c'était très net. Et ce n'est pas considéré comme dopage dans le code. Comme la bière et le Mont Blanc. Non. Écoute, Eric, à toi, Nathalie, oui. si je peux me permettre, ça me fait résonner sur une phrase de John Kabat-Zinn, évidemment sur la pleine présence, où il nous exprimait, c'est une phrase qui a vraiment résonné beaucoup en moi, où il dit qu'une émotion est une information chargée d'affect. Donc, à un moment, essayons de trouver les petits éléments. Et Émilie, évidemment, beaucoup de choses résonnent en même temps. Au quotidien, en s'entraînant avec humilité, avec bienveillance pour soi, tous les jours, à un moment, en pleine présence, on dit 5 à 10 minutes ou peut-être 3 minutes de moment de rien. Avec les enfants et les adultes, on appelle ça de moment de rien, où on se connecte déjà à quelque chose qu'on a tout le temps, sa respiration. Déjà retravailler, avoir un moment de rien et de respiration. Et après, on passe évidemment au rapport au corps, au moment présent, à ce que l'on voit, à ce qu'on entend. Et puis à cette gestion, ce que tu as dit, entre l'information apportée par l'émotion et ce qu'elle procure dans notre corps. Mais ça, je vais vous dire que moi, c'est quelque chose qui m'a porté et cheminé depuis toutes ces années et qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. J'en suis assez contente. Et aussi qui ai pu pallier à tous les problèmes que j'ai pu avoir. Mais ça reste un entraînement de chaque jour. Et peut-être qu'un jour, je n'y arrive pas. Et peut-être que le lendemain, je réessaye. Donc, je dirais que moi, c'est deux choses, la respiration, des petits entraînements quotidiens, et cette phrase que je vous offre, l'émotion est une information chargée d'affect. Formidable, dis donc. C'est très, très intéressant. Alors, comme on vous a tous les deux, là, Émilie et Claude, la question s'adresse à vous deux. Bon, il y a plusieurs manières de parvenir à la vérité. La philosophie d'un côté, la poésie de l'autre, sont souvent deux manières, finalement, de dire le réel et de dire la vérité.
est-ce qu'il n'y a pas la même analogie entre la médecine et la sophrologie ou la psychologie, par exemple, puisque dans un cas, la médecine va utiliser, alors c'est pas la bière, hein, tu soignes pas avec de la bière, Claude, mais tu utilises quand même, semble-t-il, un certain nombre de béquilles également, qui sont des médicaments, notamment. Est-ce qu'il n'y a pas donc dans la médecine une approche qui vient de l'extérieur et dans la sophrologie une approche qui viendrait de l'intérieur? Ou est-ce que c'est trop simple dit comme ça? Non, moi, je trouve que ça n'est pas faux. Je crois que la médecine nécessite effectivement des interventions extérieures, peut-être médicamenteuses parfois, mais je crois que ça passe d'abord par la compréhension de l'autre, de l'humain, et ça, une fois que cet humain se sent compris, écouté, ça lui permet de retrouver un chemin. Alors, le médecin n'est pas toujours capable de lui donner ce chemin-là, de le guider, mais je pense que c'est l'écoute extérieure là qui lui apporte quelque chose. Et puis après, les médicaments, dans certains cas, c'est une béquille de plus. Mais souvent, l'apport de l'écoute, d'ailleurs, les placebos, les comprimés de farine, ça marche très bien aussi. Hein. C'est parce que l'écoute a été performante. Et je pense que ça fait faire un chemin intérieur à celui qu'on écoute. Qu'en penses-tu, Émilie? Eh bien, tout à fait. C'est que quand j'allais dire la même chose en sophrologie, quand je reçois, si la personne, elle se sent bien accueillie, bien écoutée, ça va tout de suite mieux. Donc après, les outils, moi, j'aime bien dire que j'ai une boîte à outils que je transmets parce qu'effectivement, il y a plein d'exercices qu'on fait pendant une séance que j'envoie à chaque fin de séance pour que la personne puisse être autonome avec ça. Donc, bien sûr, ça lui fait du bien, tous ces exercices. Mais le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour l'écouter, ça fait une très, très, très grande partie du travail pour elle. Ouais. Je pense que c'est important ce que tu dis. On appelle ça l'alliance thérapeutique. Voilà, je trouve que nous, les médecins, on n'a Mm. peut-être pas toujours les boîtes à outils qu'il faut, comme Nathalie ou comme toi, Émilie, qui permettent de faire après, avec cette boîte à outils, faire avancer moi j'allais dire le patient. Mais comme ça, on se complète. Alors, On se complète comme ça. moi, j'aime beaucoup votre alliance à tous les deux et le fait qu'effectivement, vous vous renvoyez la balle à la fois dans le dialogue, mais possiblement un jour dans la pratique professionnelle, même si Claude, à l'heure actuelle, n'exerce plus. C'est important qu'on puisse passer la balle justement à d'autres professionnels quand c'est nécessaire. Je souhaite la bienvenue à quelqu'un qui nous rejoint en retard et donc on continue à nous rejoindre. Alors, vous savez, à l'UNIFPOP, il y a toujours un avocat du diable et en général, quand quelqu'un ne le fait pas, c'est moi qui le fais. Donc, l'avocat du diable, ça sera Pierre Daninos ce soir. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Pierre Daninos. C'est un gars qui écrivait les carnets du Major Thompson et qui était un humoriste extraordinaire. Il dit en fait la sérénité, c'est la cellulite de l'âme. Parce qu'en fait, est-ce que c'est pas ce qui nous enveloppe? Alors, Gandhi dira ça autrement. Je crois que c'est Gandhi qui dira finalement, mais être heureux dans une société qui va mal, dans un monde qui tourne de travers, est-ce que c'est un but, ça? Alors, vous qui êtes à la fois des thérapeutes et qui êtes des gens engagés dans la vie politique, comment vous articulez ces deux choses-là? C'est-à-dire que vous vous occupez du bien intérieur, vous vous occupez, semble-t-il, aussi du bien extérieur. Est-ce qu'il y a une articulation entre l'un et l'autre? Comment le voyez-vous? Moi, si tu veux, je pense que j'avais l'habitude de m'occuper des autres d'une certaine manière. Maintenant, je m'en occupe différemment et je suis aidé en plus par une équipe. Ça me change beaucoup la vie.
La grosse différence, c'est que maintenant, ils n'ont plus besoin de se déshabiller quand je les vois. Non, mais c'est vraiment… Moi, je trouve, pour moi, je le sens comme une continuité de l'aide aux autres. Voilà. Et en plus, ça est-ce que avec tu une as équipe. choisi d'être élu parce que c'est une autre manière complémentaire de faire pour le monde ce que tu n'arriveras pas à faire en changeant la personne elle-même? Eh bien, Exactement. pour tout te dire, j'ai pas pensé du tout à devenir élue. C'est notre premier adjoint actuel qui est venu me voir un jour pour me poser la question si j'avais envie de faire partie de l'équipe de Claude Duret, que je ne connaissais pas, à part comme voisin. Euh, et puis, en fait, en discutant, en se posant la question en famille aussi, parce que c'est un vrai investissement dans le temps, donc on s'est posé la question avec mon mari de si c'était une bonne chose ou pas. Et puis, un jour, j'ai fini par lui dire, mais écoute, je suis tout le temps en train de râler parce que je pense qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Et donc, peut-être que c'est l'occasion aussi d'aider. Et effectivement, je le vois un peu comme ça, comme une continuité de ce que je fais dans mon métier, mais à un autre niveau, dans une autre sphère un peu. Et ce que tu as dit, alors ça sera l'objet d'une autre conversation un jour, parce que Philippe, qui est là, le sait bien, il y a un thème que j'aimerais beaucoup traiter un jour en présentiel et avec beaucoup de monde, qui serait faut-il changer le monde ou se changer soi-même? Bon, avant que vous soyez invités tous les deux à participer au grand panel qui nous permettra d'en traiter en présentiel, c'est quoi votre réponse? Faut-il se changer le monde ou se changer soi-même ou les deux? Pour moi, c'est les deux. C'est que si on commence par se changer soi, on peut éventuellement penser après à changer le monde, ouais. Mais les deux vont aller ensemble, ça va de pair. Et toi, Claude? Ah, si tu mets ton micro, ça va mieux. Pour moi, c'est effectivement commencer par se changer soi-même pour permettre à la société de se changer, de la changer progressivement. Et est-ce que dans votre appréciation à l'un et à l'autre, et toi notamment, Émilie, qui voit tes clients, puisque tu dis comme ça, évoluer, est-ce que tu as l'impression qu'en étant meilleur soi-même à l'intérieur, on est effectivement meilleur pour le monde, ou est-ce que c'est une utopie quelconque auquel des gens comme moi croiraient? Ben, je pense déjà, alors le monde, quel monde, mais c'est vrai que quand on arrive à changer soi et puis qu'on trouve plus de sérénité, plus de bien-être dans son quotidien, bah, ça se répercute aussi sur la famille déjà. C'est que si on arrête de faire la gueule le matin, ben, il y a des chances aussi pour que celui qui est en face de nous, il arrête de faire la gueule le matin. Et parce que c'est comme ça se répercute. Il y a aussi beaucoup de mimétisme dans la façon de vivre avec l'autre. Donc, si on se change, ben oui, ça fait évoluer aussi l'autre. Et puis après, ben, ça va se répercuter aussi dans la sphère du travail et puis ben, du coup dans le reste du monde. Et Nathalie, qu'est-ce que tu en penses, toi, et comment tu vois ça? Est-ce qu'effectivement, parce que tu as fait toi aussi un cheminement important par une autre technique, est-ce qu'effectivement on devient meilleur pour le monde? Pour moi, ça passe forcément par un travail ou un chemin sur soi. J'ai toujours peur quand on va aider les autres sans être aligné, sans être connecté à soi-même, que ça soit une fuite et qu'on se perde dans l'aide des autres. Pour moi, le fait, c'est déjà de se rappeler qui on est, de recommencer, comme a dit Émilie tout à l'heure, à s'aimer, à se comprendre, à s'accepter, à avoir cette autocompassion qui est vraiment importante. Et puis après, d'incarner complètement. Quand on se retrouve l'un en face de l'autre, Eric, qu'on se dit bonjour, que tu puisses voir dans mes yeux, dans ma respiration, peut-être que ce jour-là, je suis fatiguée, que j'ai peut-être des cernes, et que j'incarne cette histoire de bienveillance, d'écoute. Et ça, déjà, rien que par la présence, ça va aider le monde. Et après, par tes pratiques, par tes engagements, comme vous avez comme engagement tous les deux au niveau municipal, moi j'ai d'autres engagements associatifs.
Et je voulais faire un petit point aussi quand tu as dit est-ce que la sérénité est la cellulite de La l'âme? cellule de l'âme, dit Pierre Daninos. Merci, monsieur l'avocat du diable. Pour moi, c'est rigolo parce que quand je fais tous ces exercices avec toute la compassion que je peux avoir, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Parce qu'à chaque fois, j'ai plein de petits balais qui viennent nettoyer l'intérieur et que je me suis allégée après et libérée de plein de cellulites ou plein de petites choses compliquées ou difficiles ou d'écueils que j'ai pu avoir dans la journée. Ce serait plutôt l'inverse, c'est un sacré ménage à l'intérieur et allègement du corps et de l'âme. Alors, avant de passer la parole au public, puisqu'on est parfaitement dans les temps pour le faire, la question que je vous poserai peut-être, et surtout à Émilie, c'est est-ce que c'est dans l'air du temps malgré tout, donc cette sophrologie? Est-ce que tu as l'impression que, Claude nous disait qu'il y avait déjà des sophrologues, donc du temps de sa belle-mère, si j'ai bien compris, et même avant. Mais est-ce que c'est plus facile de s'installer comme sophrologue à l'heure actuelle que ça aurait été il y a 20 ans, ou est-ce que c'est plus difficile? Parce qu'on est aussi dans une période où, par exemple, la psychologie, notamment la psychologie cognitive, fait énormément appel à l'imagerie cérébrale, à la connaissance des hormones, et qui t'explique que finalement, si tu règles bien ton degré de sérotonine ou de noradrénaline, finalement, tu n'as pas forcément besoin de faire de la relaxation. Euh, Comment vois-tu les choses? Est-ce que c'est plus facile maintenant ou pas? Plus facile maintenant, je ne saurais pas te dire. Après, je sais qu'aujourd'hui, effectivement, c'est dans l'air du temps et donc il y en a beaucoup des sophrologues qui s'installent. Il y en a beaucoup qui font la même formation que moi et toutes les années. Alors, je ne sais pas combien il y en a qui sortent de l'école. Mais après, par contre, il faut réussir à faire perdurer l'activité dans le temps et c'est ça qui est plus difficile parce que déjà, il faut se faire connaître. Et puis, il faut répondre aussi à une demande. Et puis, derrière, c'est le bouche à oreille qui fait beaucoup son travail. Donc, si les premiers qui sont venus sont contents, et il y en a d'autres qui vont venir. Alors, s'ils ne sont pas contents, personne d'autre viendra. Et puis, donc moi, je fais de la sophrologie, mais à côté de ça, il y a aussi plein de pratiques en médecine chinoise. Il y a aussi la naturopathie, il y a aussi le yoga pour certains qui y trouvent leur compte. Enfin, je veux dire, il y a plein de techniques dans lesquelles chacun peut se retrouver. Mais pour moi, c'est aussi une bonne chose parce que justement, on est tous différents et donc il y a besoin qu'il y ait beaucoup de choix pour que chacun puisse trouver ce qui lui convient. Et alors, de façon conjoncturelle, bon, on rencontre quand même en ce moment, semble-t-il, un certain nombre de nos amis, hein, ou de nos concitoyens, ou même dans nos familles, des gens qui vont moins bien. Est-ce que l'expérience, qui est l'expérience très particulière du confinement ou de la coupure sociale pour un certain nombre de gens, a un effet que tu mesures dans ton cabinet? Oui, oui, je mesure ça. Alors là, depuis la fin du deuxième confinement, donc octobre, j'ai beaucoup plus de jeunes dans mon cabinet, des ados et des jeunes, des enfants qui ont entre 7 et 10 ans, donc des pré-ados, beaucoup avec des problèmes de sommeil, beaucoup avec des angoisses qui arrivent et qui n'étaient pas présentes avant. Et ça me change pas mal, ouais. Parce qu'avant, j'avais une moyenne d'âge plutôt à 50, 60 ans, et là, j'ai dégringolé à 30 ans. Écoute, c'est intéressant pour l'intérêt de ton travail, mais ce n'est pas forcément réjouissant, effectivement, pour la Tout à société fait, que nous tout à traversons à fait. l'heure actuelle. Ce que je vais proposer, c'est à nos amis qui sont là de ne pas se priver, alors soit d'intervenir par une remarque, soit de poser une question qu'ils souhaiteraient poser si nécessaire, puis on peut vous la poser à vous, d'ailleurs, la question. Est-ce que vous êtes sereins, les amis? Et comment vous faites pour l'être? La parole est à qui la prendra? Philippe, la parole est à toi. Oui, écoute Eric, moi tu me surprends beaucoup de parler de sérénité depuis le début de cette séance.
alors que je crois plutôt que ce dont on parle, c'est de la souffrance et de type particulier de souffrance des gens. Et j'aurais bien aimé qu'on parle de souffrance. Alors, je vais poser la question de manière un petit peu en escalier. En tant que béotien sur ces problèmes-là, mais en tant que scientifique, j'aimerais déjà y voir beaucoup plus clair avec les éclairages que peuvent apporter Claude Duré et Émilie Rougier. Moi, j'ai l'impression qu'en termes de souffrance, on a des gens qui souffrent dans leur corps et qui sont plutôt traités par des médecins. On a des gens qui souffrent dans leur mental et ils sont plutôt traités par des psychothérapeutes, des psychanalystes, voire des psychiatres. Enfin, je ne sais pas si c'est bien le bon traitement. Et puis, entre les deux, je verrais bien la sophrologie, justement, qui traite de souffrances psychosomatiques. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision très schématique et encore une fois d'un béotien ? Et deuxième question, est-ce qu'il y a justement une tentative d'organiser dans la formation à ces diverses disciplines, à l'université en particulier, pour que les choses soient plus claires? Voilà. Merci Philippe. Alors, est-ce qu'il y a cette dichotomie, comme on dirait de façon, entre l'un et l'autre? Est-ce que à chacun son job ou est-ce que c'est différent? Émilie, qu'est-ce que tu en Eh penses? qu'est-ce que j'en pense? C'est que ça m'est arrivé, alors pas sur des grosses pathologies, mais effectivement, des gens qui viennent avec un eczéma et qui font de la sophrologie et qui ont plus cet eczéma après. Ça arrive avec des maux de dos, ça peut arriver avec… en fait, si j'ai envie de dire, si c'est psychosomatique, effectivement, la sophrologie et l'hypnose peuvent faire beaucoup de bien. Ouais. Après, quand j'accompagne des personnes qui ont des cancers ou je travaille beaucoup avec l'AFA, donc c'est l'association François Aupetit, qui s'occupe des personnes qui sont atteintes de maladies intestinales chroniques. Ça va leur apporter beaucoup d'apaisement. Ça ne les guérit pas. Je suis pas un guérisseur. Voilà. Mais par contre, effectivement, ça apporte de l'apaisement. Le guérisseur, c'est le rôle du médecin. Claude, est-ce que tu veux compléter ou Je suis assez d'accord avec ce que vient d'exprimer Émilie. C'est clair qu'il y a des tas de situations où il y a des manifestations psychosomatiques. C'est même une majorité de ce qu'on peut voir en clientèle, même de médecins généralistes. Et d'abord, notre travail de médecin, c'est effectivement d'essayer de faire le distinguo de ce qui est psychosomatique et de ce qui peut être organique. Mais c'est clair que quand un malade vient nous voir pour des douleurs rachidiennes, lombaires ou dorsales, effectivement, 9 fois sur 10, il en a plein le dos. Et là, je pense que la sophrologie est d'un secours énorme. Et le médecin, il fera juste le distinguo et il devrait donner la main au sophrologue, par exemple. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cette dichotomie. Merci. Moi, je compléterais bien la manière dont Philippe a posé la question de la façon suivante. La santé, ça n'est pas, semble-t-il, l'absence de maladie. Est-ce que la sérénité, c'est peut-être pas seulement l'absence de souffrance? Est-ce que c'est autre chose que ça? Puisque Non, c'est ce que… le thème, Philippe, il a été effectivement choisi par Émilie et choisi par nous d'ailleurs, de façon conjointe, justement parce que ça lui paraissait important. Émilie, est-ce que c'est autre chose que l'absence de souffrance, la sérénité? oui, c'est autre chose parce que ce que je disais, quand on ressent d'autres émotions comme la colère ou la tristesse, c'est de la souffrance.
Et ça peut être présent même quand on est serein. Philippe? Oui, C'est important de savoir vivre avec toutes nos émotions, c'est hyper important justement pour pouvoir trouver cet état d'esprit de sérénité. À toi, Philippe. simplement, je ne veux pas du tout monopoliser la parole, mais je n'ai pas eu de réponse sur ma question en ce qui concerne la formation professionnelle à l'université. Bon, un médecin, on sait qu'il suit des études pendant 8, 9 ans. Un sophrologue, j'ai l'impression qu'il suit des études pendant très peu de temps. Un psychothérapeute, un psychologue, etc., bon, il suit des études pendant au moins 5 ans. Voilà. Est-ce qu'il y a un souci au niveau de l'université pour donner une cohérence et une complémentarité suffisante entre ces diverses formations, entre ces diverses disciplines? Philippe, je pense que oui, c'est pas nouveau. Il y a effectivement des difficultés pour donner une cohérence sur les formations. Les médecins sont en capacité, et bon nombre le font, de s'orienter après leur formation médicale classique sur des formations complémentaires comme la sophrologie ou comme d'autres formations, la psychologie, etc. Après, elles ne sont pas forcément dans le cadre de la médecine parce qu'on est encore dans un espèce de carcan où on laisse la possibilité aux médecins qui ont fait un cursus de s'orienter sur la cardiologie, sur la psychiatrie, sur la chirurgie, etc., sur la pneumologie. Mais je connais aussi bon nombre de médecins qui, en connaissance de cause, se sont orientés sur des formations complémentaires comme la sophrologie et qui ont étendu leurs possibilités de soins comme ça. Mais il existe quand même encore en France et dans les autres pays aussi des barrières qui ne permettent pas d'acquérir d'autres formations parce qu'ils les estiment pas médicales mais paramédicales. En gros, c'est ça. Je complète du coup sur la sophrologie. Moi, j'aurais aimé aussi pouvoir faire peut-être une formation plus longue ou type parcours universitaire. C'est vrai que ça n'existe pas. Et quand on choisit une école en sophrologie, il y en a qui proposent des cursus sur 3 ans, mais avec un rythme en fait sur un week-end par mois, parce qu'ils prennent en compte le fait que les gens sont souvent en reconversion professionnelle et donc le temps imparti pour une formation, ça va être le week-end. Et puis d'autres, ça va être sur des cursus plus courts, mais au final, le nombre d'heures allouées pour l'apprentissage de la sophrologie, est le même partout. On est toujours sur entre 180 et 240 heures en gros. Nathalie, tu souhaitais intervenir, je crois. Oui, j'allais compléter un peu ce que dit Claude. Moi, j'ai eu à intervenir dans des cas de formation, d'accompagnement au niveau des médecins sur des options pour parler de méditation de pleine présence, pour accompagner les patients. On l'a fait en cancéro, mais aussi pour accompagner les soignants ces derniers temps. Donc, c'est plus sur des options. Après, moi, je travaille régulièrement avec l'Université de Savoie, mais plus dans le département psychologie de l'Université de Savoie, où dans le cadre de leur formation, les étudiants ont une partie de la formation qui peut aller, un peu comme tu disais, Émilie, qui vont aller un petit peu sur ces éléments-là, mais ce n'est pas la formation complète, ça je vous l'accorde. Par contre, ce que je voulais vous relayer aussi, c'est que nous, depuis 2 ans maintenant, et un peu grâce à Eric, on a fait une rencontre qui nous amène loin dans ces chemins. On travaille avec l'université à des recherches collaboratives. Et là, on n'est pas dans la souffrance et dans la pathologie, on est en amont et on est en train de travailler avec des enfants, des jeunes enfants,
le fait d'entraîner régulièrement les compétences émotionnelles et psychosociales, quel impact ça a sur leur vie, sur leur bien-être, sur leurs apprentissages, puisque c'est dans le cadre de l'école. Mais est-ce que de le prendre en amont, cette problématique, et le mettre dans leur vie, parce que dans d'autres cultures, ça l'est, dès l'enfance, nous, on ne l'a pas. Donc, on est en train de travailler avec l'Université de Savoie, l'Université de Genève avec Édouard Jantaz, que vous connaissez tous bien. C'était le premier intervenant de l'Université populaire. C'est grâce à toi, Eric, et merci. Donc, on est en train de se poser cette question-là dans notre quotidien. Comment l'intégrer dans notre quotidien, l'intégrer dans le quotidien des enfants et des familles et quel impact ça peut avoir. Donc, ça ne répond pas exactement à votre question, Philippe, et je comprends tout à fait la question que vous avez pu porter, mais en contexte avec les tensions et avec les difficultés des représentations de nos métiers et de notre contexte social et culturel, on intègre aussi ces problématiques-là. Alors, le rôle d'un animateur UNIFPOP, vous savez, c'est un peu Lagardère aussi, c'est-à-dire que si tu ne vas pas à Lagardère ira à toi, méfie-toi. J'ai à côté de moi une calligraphe et je vois qu'Annie a à côté d'elle un monsieur qui fait de la peinture chinoise et je voulais demander à ce monsieur-là, j'aurais pu le demander à la calligraphe, est-ce que le fait de se concentrer très particulièrement sur la peinture chinoise, ça pourrait être sur la calligraphie arabe ou occidentale, est-ce que ce n'est pas aussi un moyen d'atteindre une forme de sérénité? Bruno, la parole est malheureusement à toi. Tu ne m'as pas prévenu. Je n'ai pas prévenu. Oui, j'y pensais en vous écoutant tous, bien sûr. Ce sont des pratiques, des exercices qui aboutissent au même résultat. En effet, tenir un pinceau, dans la pratique de la peinture chinoise, ça nécessite une présence à ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire ça, c'est très proche de ce que Nathalie dit sur la méditation de pleine présence. C'est comme aussi la pratique du tai chi chuan, c'est être complètement présent à ce qu'on est en train de faire. Donc, dans le geste, il y a beaucoup de choses qui se déconnectent par ailleurs. Et en effet, s'il y a trop d'émotions, le geste ne sera pas bon. Donc, ce n'est pas en voulant supprimer certaines émotions qu'on obtient le geste, c'est simplement en pratiquant, en suivant des instructions bien précises par rapport à un geste à exécuter, que la conséquence bénéfique sera la sérénité. Mais ce n'est pas en voulant chercher la sérénité qu'on la trouve. Et la respiration. Et la respiration et plein d'autres techniques qui vont avec, bien sûr. Merci. Alors, parmi les autres, si vous ne voulez pas que Lagardère aille vous chercher, n'hésitez pas à poser soit une question, soit une remarque. Est-ce que nos amis belges, puisque nous avons la chance d'avoir 2 Belges avec nous ce soir, ont une remarque sur ce qu'ils ont entendu, puisque vous nous faites le plaisir d'avoir suivi depuis le début pratiquement toutes les rencontres. Est-ce que vous voulez intervenir ? Très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Annick, la parole est à toi. D'accord, d'accord. Donc, je me demande si le fait de pouvoir se concentrer pleinement, si ça n'apporte pas de la sérénité aussi. C'est comme monsieur avant moi a dit aussi. Donc, en prenant le pinceau, sans émotion, mais concentré. Si ça, c'est pas un peu une clé pour avoir une certaine sérénité. Est-ce que la concentration… Bruno, tu peux répondre et puis Émilie nous dira peut-être si elle utilise également des techniques de concentration. Alors, en effet, Eric aussi, tu avais parlé de concentration. C'est absolument pas le mot que j'utiliserais. Mais bon, il faut peut-être se mettre d'accord sur les mots. Mais pour moi, dans la concentration, il y a un effort. Alors que le résultat obtenu en pratiquant un geste, c'est le mot présent, c'est être présent à quelque chose. Ce n'est pas une concentration pour moi. Il faudrait peut-être après se mettre d'accord sur les mots, mais
C'est pas du tout le mot concentration qui me parle. Absolument pas. La parole est à toi, Émilie. Oui, alors moi c'est pareil, la concentration, ça me demande vraiment un effort, alors que quand je fais de la sophrologie, que je pratique, ça me demande pas un effort, mais ça me demande d'être présente à ce que je fais. Donc, de ressentir le mouvement, de ressentir ma respiration, et c'est ça qui va me permettre après de trouver ou de retrouver de la sérénité. Mais là, pardon. C'est le fait d'être là tout de suite, en fait, et de ne pas penser à l'après ou à l'avant. Mais par contre, la présence que certains décrivent et que Annick appelait la concentration, même si c'est peut-être pas la même chose, d'autres d'ailleurs l'appellent l'attention. La psychologie actuelle travaille beaucoup sur cette notion d'attention. Est-ce que c'est pas du tout de même nature? Est-ce que être attentif et être présent, c'est la même chose ou est-ce que c'est différent, Nathalie, toi qui travailles sur les deux? Pour moi, il y a quelque chose de différent. Déjà, il faudrait qu'on redéfinisse, mais c'est peut-être l'objet d'une autre soirée, Eric, le terme d'attention. Quand on dit fais attention, sois attentif, on est quand même dans des choses un petit peu différentes. Je rejoindrais vraiment l'exercice du pinceau, de ce qu'il peut faire en calligraphie, d'être présent complètement à ce qu'on fait. Et ça, c'est un des exercices qu'on fait en mindfulness en pleine présence. Vous avez tous dans votre quotidien ou dans votre vie une activité ou un moment où vous êtes pleinement présent parce que c'est la passion et vous êtes à ce que vous faites, ou parce que ça engage peut-être quelque chose de l'ordre de la sécurité ou de l'ordre du danger potentiel. On fait un exercice très simple avec les adultes quand on commence les ateliers. Je leur dis, ben voilà, vous venez de quitter le travail, vous venez de partir de votre travail, remettez-vous dans votre voiture, vous avez mis la voiture en route, vous arrivez à la maison, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Et en général, les gens te disent, eh ben, j'ai pensé à avant, j'ai pensé à après, mais je n'ai pas pensé au moment présent. Et on sait que 80% des accidents de la route se font à ce moment-là. Et à côté de ça, je leur dis, ben, imaginez la personne qui traverse le Grand Canyon sur son fil, s'il n'est pas pleinement présent dans ce qu'il fait, lui, il a un danger. Et il a un danger, c'est sa vie qui est engagée. Donc, c'est trouver, moi, je vous offrirai ça ce soir, trouver un moment, les moments où vous êtes pleinement présent et pleinement serein, et on en a tous. Et là, on trouve une sérénité parce qu'on trouve un certain épanouissement dans ce que l'on est en train de faire. Et c'est là où, moi, je dis, on est aligné. C'est un peu différent de l'attention. Est-ce qu'il y a parmi les gens qui nous ont rejoints d'autres questions, remarques? On a encore, allez, on va dire 5 petites minutes. Si ça n'est pas le cas, j'en aurais une à poser. Hein. J'avais dit que j'étais terriblement lagardère à certains moments. Mesdames et messieurs Rougier, si j'ai bien compris, vous êtes les parents d'une sophrologue. Est-ce que ça fait mal? Ça fait mal, mais je suis déjà le père d'Émilie. Et alors, est-ce que vous vous attendiez à ce qu'elle devienne? C'est ça qui fait le plus mal. Et quelle est la complémentarité, selon vous, entre le travail que vous avez fait, vous, et le travail qu'elle fait, elle? Est-ce que vous êtes de la même famille professionnelle ou pas? Ben moi, j'étais psychologue dans l'éducation nationale. Donc, le cadre n'est pas du tout le même. Je pense que le cadre est important. Et moi, ce qui me semble important, c'est la demande. Donc, moi, j'étais dans un cadre institutionnel. Et à mon avis, la demande, c'est souvent un problème de vie dans la société. Et donc, moi, c'était un problème de vie dans l'école. Qu'est-ce que la place de l'enfant dans le système? Donc, voilà, mais non. Sinon, là, je suis le père d'Émilie, je ne suis pas le psychologue. Je suis à la retraite en plus. Voilà, mais est-ce que c'était une surprise pour vous, le fait de la voir sophrologue plutôt que dans les ressources humaines? Oh, c'est un peu la même, on est un peu dans la même filière, je trouve, je ne sais pas. Je ne me suis pas posé la question. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre intervention
Et je remercie d'ailleurs tout le monde. Alors, un dernier petit appel, sinon moi j'ai une bête conclusion à faire, mais allez, n'ayez pas de regrets. L'un ou l'autre souhaiterait-il intervenir au cours de cette conversation entre amis? Vous avez encore 1 minute d'opportunité. Écoutez, je crois qu'on va lever le camp, mais moi, je souhaiterais reprendre un des termes d'Émilie pour la remercier très chaleureusement, vous remercier tous très chaleureusement ce soir aussi, parce que vous avez réussi à donner à cette conversation entre amis exactement ce qu'elle souhaitait être dans ces 21 rencontres 2021, c'est-à-dire, oui, une conversation entre amis où nous avons un petit peu découvert quelqu'un, son parcours, son propos, mais comme dans une université populaire, il n'y avait pas forcément seulement ceux qui savent, qui parlent à ceux qui ne savent pas. On a pu échanger, on a pu partager les savoirs. C'est exactement le but de l'université populaire. Je retiens quand même, parce que c'est une leçon d'Émilie ce soir, ses propos, l'amour, c'est la base de tout. Ben, on va essayer de se souvenir, nous, à l'université populaire, de ce que ça signifie en termes d'apprentissage. Et c'est sur cette phrase que je vous laisse. L'amour, c'est la base de tout. Je vous demande de l'applaudir comme on peut. Merci à tous. Émilie, merci Claude, merci Nathalie, merci à tous et je vous rappelle la prochaine édition. Vendredi prochain, nous serons avec Benjamin Fauge, qui est musicien, qui est chanteur, qui est homme de culture. Et la question que nous allons nous poser avec lui et avec quelques autres, et vous aurez des surprises, parce qu'on ne dit pas qui vient, eh bien, ça sera la culture, c'est quoi? Et la culture, ça sert à quoi? Voilà, donc à bientôt. Bonne soirée.